Salut YouTube, tu vas bien? Bienvenue pour la deuxième partie de ces pronostics des huitièmes de finale de l'Euro. Aujourd'hui, on va parler de Croatie-Espagne, d'Angleterre-Allemagne, de Suède-Ukraine et de France-Suisse. Et on rentre directement dans le vif du sujet avec Croatie-Espagne. C'est assez marrant parce que ces deux équipes ont un parcours finalement assez similaire. C'est deux nations en recherche d'identité et qui essayent de passer d'une génération à une autre. D'un côté, on a une Croatie qui n'arrive pas à confirmer après sa finale de 2018 et qui est portée par un Luka Modric toujours aussi décisif mais vieillissant. Les Croates, ils ont vraiment eu du mal à produire du jeu sur cet Euro et heureusement qu'ils ont pu continuer. Et heureusement qu'ils ont pu compter sur Modric pour les aider, notamment face à l'Écosse où il a mis un but et il a fait une passe décisive. Le renouvellement d'effectifs est vraiment compliqué et on sent que cette génération avait atteint son plein potentiel en 2018 finalement. Pour l'Espagne, c'est tout aussi compliqué ces dernières années. Les deux premiers matchs des Espagnols, ça a plus été une caricature de leur football qu'autre chose, je trouve. On les a vus redoubler de passes et établir presque des nouveaux records à chaque match, mais pour autant sans être efficace. Et puis en plus, tu rajoutes un Morata très maladroit devant et qui est en perte totale de confiance. Et ça donne des matchs pas forcément incroyables à regarder. Et surtout, ça donne des mauvais résultats. Mais l'Espagne s'est quand même extrêmement bien rattrapée sur le dernier match face à la Slovaquie, où ils l'ont emporté très largement 5-0. Ça a été le carton de cet Euro. C'est un festival offensif qui fait du bien au moral forcément. Et puis ça donne quelques certitudes comme le fait d'avoir Moreno et Sarabia. Ça aide quand même une attaque espagnole qui est d'habitude très immobile. Donc j'espère vraiment qu'on va revoir les deux Espagnols titulaires pour ce huitième de finale. Sarabia, il a été l'homme du match contre la Slovaquie. Il a amené ce qui manque à l'Espagne, c'est-à-dire du mouvement, de la technique, de la percussion et un peu de folie dans ce jeu si stéréotypé de l'Espagne. Mais du coup, s'ils arrivent à remettre en place cette énergie et ce jeu qu'on a vu face aux Slovaques, je pense qu'ils vont l'emporter face à la Croatie et je miserai sur un 2-0. Ensuite, on aura droit à ce deuxième gros choc des huitièmes de finale. C'est Allemagne-Angleterre. Mais c'est deux sélections qui ont quand même finalement plutôt déçu lors de ce premier tour. L'Angleterre a fini certes premier avec 7 points et donc 2 victoires, mais ils n'ont pas été flamboyants dans le jeu. Ils ont fait ces deux succès juste 1-0 en jouant à chaque fois une mi-temps ou même pas. Ils ont eu beaucoup de mal à être constants sur un match entier. Et puis à cela, il faut rajouter l'Euro qu'Harry Kane traverse tel un fantôme. Après, sur ce dernier match face à la République tchèque, on a vu Southgate continuer à se chercher en termes de composition et de quel joueur doit être titulaire ou non. Et devant, cette fois, avec Sterling et Kane qui semblent quand même indéboulonnables, il a testé Grealish et Saka. Et les deux ont quand même été plutôt bons, notamment Saka qui a été très très remuant. Et puis il ne faut pas oublier le facteur Wembley sur ce huitième de finale, puisque les Anglais vont jouer face à leur public. Mais est-ce que du coup justement ça va les presser ou est-ce qu'ils vont réussir à se sublimer et est-ce que ce sera suffisant pour battre l'Allemagne? En parlant de cette Allemagne, elle aussi elle a été sur un courant alternatif lors de cet Euro. On sait que la préparation a été extrêmement compliquée avec des résultats en dents de scie et notamment cette défaite face à la Macédoine du Nord. L'eau a été très critiquée avant cet Euro, mais je trouve quand même que par rapport à l'Angleterre, ils ont montré des bien meilleures choses. Déjà que ce soit contre la France, le Portugal ou la Hongrie, ils ont eu des occasions à chaque fois, ce qui est déjà mieux que les Anglais. Et puis il y a eu ce match contre le Portugal avec ce festival et cette victoire 4-2. Et où on a vu la puissance notamment des ailes allemandes et ce match de Gosens, mais pas que. Déjà contre la France, on avait vu qu'ils arrivaient à bien utiliser leur côté. Contre le Portugal, ils l'ont confirmé. Et quand on sait que les Anglais, ils ont testé plusieurs latéraux depuis le début de la compétition, on se dit que les Allemands, ils ont intérêt à insister sur ces côtés-là. Après, le défaut d'avoir des ailes comme ça, qui peuvent jouer très haut aussi, c'est qu'on peut facilement se faire prendre et la défense allemande, elle a été quand même assez fébrile. Et je pense que la vitesse d'un joueur comme Sterling, ou peut-être verra-t-on Sancho, ça je ne sais pas, mais en tout cas la vitesse anglaise pourrait faire mal. Mais malgré tout, je vois quand même l'Allemagne réussir à s'imposer. Et à moins d'un réveil d'Harry Kane, je pense que l'Allemagne va l'emporter 3-1 contre l'Angleterre. Le même jour, on a le droit au huitième de finale peut-être le moins sexy, celui entre la Suède et l'Ukraine. En tout cas sur le papier, parce que la Suède a quand même surpris son monde en terminant premier devant l'Espagne et en proposant un football d'abord solide justement face à ces Espagnols, où notamment leur gardien a fait pas mal de belles parades. Et ensuite ils ont fait le travail face à la Slovaquie, avant d'être renversants face à la Pologne. Ils nous ont montré un sacré mental pour réussir à finalement s'imposer dans les dernières secondes alors qu'ils menaient 2-0, ils se font rejoindre à 2-2 et finalement ils gagnent dans les arrêts de jeu. Et du côté de l'Ukraine, c'est
C'est une première qualification dans leur histoire pour les huitièmes de finale. Et malgré 2 défaites, ils arrivent quand même à être dans les meilleurs troisièmes. Et de eux, on retiendra surtout ce match contre les Pays-Bas, où ils étaient menés 2-0 et en l'espace de 7 ou 8 minutes, ils arrivent à revenir à égalité. Donc dans cette équipe, on sait qu'il y a le goût de l'effort et du combat. Et puis on a quelques joueurs comme Yarmolenko et Yaremchuk qui peuvent faire la différence. Mais je trouve que la Suède a quand même montré quelque chose en plus, avec notamment Alexander Isak qui avait fait un match incroyable contre l'Espagne. Et du coup, je vote pour une victoire 1-0 de la Suède. Enfin, le dernier match, celui que tous les Français attendent, France-Suisse. Et là, en étant le plus objectif possible, il est peu dire que la France est ultra favorite. Bien sûr, sur le papier, la France semble vraiment au-dessus du lot, alors que la Suisse n'a pas forcément énormément de très bonnes individualités. Et puis, dans le jeu et dans cet Euro, la Suisse a vraiment pas convaincu du tout et n'a pas forcément eu les résultats escomptés. Seule une victoire face à des très faibles Turcs ont réjoui les supporters de la Nati. Pour autant, on a vu les Suisses aimer avoir le ballon, parce qu'ils ont une moyenne de 54% de possession de balle sur cette compétition. Mais ça, on sait aussi que ça peut très bien aller à la France, qui n'est jamais aussi fort que quand ils jouent en contre et en projection rapide vers l'avant. Après, il faudra quand même se méfier de quelques joueurs chez les Suisses. Devant, il y a quand même du beau potentiel, avec notamment Seferovic qui a fait une très belle saison dans le championnat portugais. Et puis on sait que Mbolo comme Shaqiri peuvent décanter un match assez rapidement. D'ailleurs, sur le dernier match, Shaqiri a mis un doublé. Mais les 3 joueurs, ils sont quand même assez réguliers et ils peuvent être en manque de forme et de compétition, surtout Shaqiri et Mbolo qui ont quand même très peu joué avec leur club cette année. Et puis pour la France, s'il y a bien un axe qu'on peut mettre en avant sur ce début d'Euro, c'est l'axe central, que ce soit Kipembe, Varane comme Pogba, Kanté. Ça a montré toute sa solidité et tous les efforts qu'ils sont capables de faire. Après, là où ils peuvent nous poser problème, ce sera bien sûr sur les côtés. Les Suisses jouent avec 2 pistons assez hauts et arrivent à être dangereux grâce à ça. Notamment, on a vu Zuber contre la Turquie qui a fait les 3 passes décisives du match. Et comme je l'avais déjà expliqué dans la vidéo contre le Portugal, la France a quand même de sacrés problèmes sur ces côtés-là. Deschamps a l'air de pas mal tâtonner et en plus, on joue de malchance avec des blessures. Alors il semblerait que ce soit quand même moins grave que prévu pour Hernandez et Digne, mais on sait que Digne ne sera quand même pas là. La petite surprise était de voir Lucas Hernandez dans le groupe pour ce match, mais c'est vraiment pas sûr qu'il soit titulaire. On l'a vu hier lors de l'entraînement, il était à part. Au rayon des blessures, on sait que Koundé sera aussi forfait normalement, et cela veut dire que Pavard va retrouver son côté droit. Par contre, on ne sait pas encore quel côté droit exactement on aura. Deschamps n'a rien laissé paraître en conférence. Il a été posé la question de jouer à 3 défenseurs derrière ou non. Et comme toujours, il a fait du Deschamps et du poker face. Mais en tout cas, il y a des rumeurs parlant d'un 3-5-2 avec l'anglais associé à Varane et Kipembe. Et avec Rabiot qui prendrait cette position de piston gauche. Il a fait une très belle rentrée contre le Portugal. Et je trouve qu'il aurait les atouts pour satisfaire Deschamps à cette position. Dans tous les cas, je le trouve bien plus intéressant, lui, en défenseur gauche que Kipembe. En tout cas, cette question tactique, elle est intéressante parce que, comme je le disais, la Suisse joue aussi avec ses pistons. Et donc de leur opposer des pistons, c'est peut-être la meilleure tactique pour réussir à bloquer la montée de ses latéraux très haut et pour réussir, nous, à nous projeter très rapidement vers l'avant. Et puis un 3-5-2 comme ça permettrait de remettre dans l'axe Mbappé. Sur la compétition, on l'a vu, il s'est procuré quand même des occasions, mais pour l'instant, il y a un gros manque à la finition. Et peut-être que de le remettre dans l'axe lui permettrait d'arriver enfin à mettre ce but. Et puis l'association avec Benzema, on a vu techniquement, elle est très bonne. Et toujours Griezmann derrière eux peut bien les fournir en ballon. Et je trouve aussi que le fait d'avoir des pistons comme ça pourrait peut-être libérer un peu Pogba sur ses tâches défensives et le voir un peu plus haut. Après, si finalement on a le droit à un 4-2-3-1, est-ce qu'on va revoir Tolisso en ce poste d'ailier droit? Bien sûr, moi j'aimerais bien voir Coman sur un match entier, parce que c'est quand même un spécialiste du poste. Mais on sait que pour l'équilibre défensif cher à Deschamps, Tolisso est un joueur qui correspond mieux. En tout cas, vu ce qu'on nous ont montré les 2 équipes depuis le début de l'Euro, je reste quand même très positif pour la France. En plus, on sait que dans les grandes compétitions, l'équipe de Deschamps a tendance à monter en puissance au fur et à mesure.
On l'a vu en 2016, on l'a vu en 2018 et il l'a bien rappelé à chaque conférence de presse depuis le match contre le Portugal. C'est une nouvelle compétition qui commence et puis maintenant que Benzema a ouvert son compteur but, comme le disait Pogba, une fois que le robinet il est ouvert, ça va couler, donc on espère que ce sera le cas. Et donc pour ce 8e de finale, je prévois une victoire de la France 2-0. Voilà pour cette deuxième partie des pronostics. Je vous laisse mettre en commentaire les vôtres et on se retrouve demain pour une analyse de, j'espère, la victoire de la France et de la qualification pour les quarts finales. À bientôt!